Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler MotoGP, pour faire le débrief du Grand Prix d'Allemagne. On n'a pas fait le débrief du Grand Prix d'Italie, je l'ai vu, le Grand Prix d'Italie, mais avec un petit peu de retard. Et comme là, les Grands Prix s'enchaînent, c'est un petit peu compliqué de faire le débrief du Grand Prix d'Italie. Donc, on va faire le débrief du Grand Prix d'Allemagne. On va revenir un petit peu sur le Grand Prix d'Italie également en début de vidéo. Et puis on reviendra sur tout ce qui s'est passé du côté du Sachsenring. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu pendant ce week-end. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. Et puis, vous pouvez aller voir EPS 2.0 TikTok, EPS 2.0 sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Google et Spotify. Et du côté de TikTok, là, il va y avoir du contenu, notamment sur la présentation des équipes pour le prochain Tour de France. On va enchaîner, on va commencer ce soir. C'est déjà en ligne, donc pour vous, parce que ce soir, moi j'enregistre dans l'après-midi, mais la vidéo, elle sera en ligne un petit peu plus tardivement. Grand Prix d'Allemagne, gros week-end, gros week-end. Moi, alors faut savoir que certains n'aiment pas ce circuit, mais j'adore le circuit du Sachsenring. Je trouve qu'il est très différent de ce qu'on retrouve le reste de la saison en MotoGP, le waterfall, ce dénivelé, ces virages assez serrés, le fait que le circuit soit assez court aussi. Je trouve que, enfin voilà, moi j'aime bien cette piste, je trouve cette piste très compliquée sur les jeux de moto, parce qu'il y a toute la portion là d'enchaînement de courbes qui passe un petit peu élargir assez vite, et j'ai toujours pris du plaisir également à regarder les courses sur le Sachsenring, même les années où Marquez dominait, parce qu'il y a eu la période où Marquez dominait sur ce circuit, on savait dès le vendredi après la séance de L1 que Marquez allait gagner la course, et voilà, je trouve que c'est un circuit qui est toujours très intéressant. En plus, on a quand même un petit peu de public. Alors certes, il n'est pas aussi chaleureux que le public du Grand Prix de France, ou peut-être un peu moins chaleureux qu'au Mugello, mais il y a quand même du public nombreux. Plus nombreux qu'au Mugello, c'était un petit peu le problème du Grand Prix d'Italie, il y avait des tribunes vides, ce qui n'arrive normalement jamais. Alors je ne sais pas si c'est le fait que c'était en même temps que les 24 heures du Mans, ou le prix aussi, certains sont plaints du prix très élevé des places au Mugello. Alors déjà que le Mugello, c'est pas le circuit où il y a le plus de tribunes, mais il y avait des tribunes quand même vides. Donc j'étais assez surpris, et puis je trouve que l'ambiance du samedi au Mugello est un petit peu terne. Il n'y avait pas une si grosse ambiance que ça, mais j'ai l'impression que c'est le cas depuis 3-4 courses, où le course sprint, j'ai pas l'impression que tout le monde s'en branle, mais on a l'impression quand même qu'on a un sous-grand prix, et que là où il y a l'ambiance, c'est vraiment le dimanche. C'est-à-dire que le samedi, bon, c'est un petit apéritif de ce qu'on a le dimanche. C'est un petit peu ce à quoi je m'attendais aussi, quand ils avaient annoncé les courses sprint. J'avais dit que c'était pas l'idée du siècle. Ce qui fait qu'on a souvent l'impression quand même de voir les mêmes débuts de course, un peu les mêmes choses. Et là, aux Sachsenring, c'est vrai qu'on avait un peu l'impression de voir deux fois la même course. Même si les deux courses étaient bien, c'était un petit peu répétitif. Et c'est le cas sur d'autres circuits, on a l'impression vraiment de voir deux fois la même chose. Donc c'est pas super spectaculaire. Est-ce qu'il faudrait pas faire une grille inversée pour donner du peps au samedi, c'est-à-dire que le 12e parte premier en qualification, et que le premier parte 12e, ça pourrait avoir un peu d'intérêt, parce que c'est vrai que souvent on a quand même deux fois la même chose. Il faudrait peut-être penser aux grilles inversées en moto. C'est un truc qu'on voit en Formule 2, en F3, qu'on ne voit pas en moto, mais ça pourrait être intéressant. Le Mugello, alors pour revenir un petit peu sur ce Grand Prix d'Italie, bon, une domination de Pecco Bagnaia, une domination Ducati même sur ce week-end. C'est vrai que Ducati a été vraiment impressionnant avec Bagnaia, du très bon Johann Zarco, Jorge Martin également, qui se montre comme le deuxième homme du championnat. Et puis des KTM, toujours une KTM qui est présente, Brad Binder, c'est au Mugello, qui était vraiment bon, même Jack Miller, même au Mugello, qui a fait aussi un week-end assez complet. Et puis Yamaha en difficulté, Honda encore plus en difficulté. Du côté des équipes japonaises, rien ne va plus, et avec un Fabio qui est de plus en plus proche
de son équipier, de Franco Morbidelli aussi, hein. Donc on sent qu'il a peut-être un petit peu rendu les armes. Et des motos du team Gresini qui sont quand même un petit peu en retrait. Je pense notamment à un Di Gianantonio. Alors on a Alex Marquez qui tombe très souvent et un Di Gianantonio qui je trouve manque quand même de vitesse, pas très performant avec sa Ducati. Voilà, résumé du Grand Prix d'Italie. Le Grand Prix d'Allemagne, la note de ce Grand Prix d'Allemagne, j'ai mis 15 sur 20. On a eu de bonnes courses, vraiment, avec un peu de bagarre. Alors c'est dommage, c'est que le réalisateur a loupé quand même certaines choses. Des tentatives de dépassement osées également, et il n'y a pas eu que Johan Zarco qui a tenté des dépassements osés. Mais je trouve que le réalisateur était pas très bon hein, sur ce week-end de course. On a eu pas mal d'événements en piste qui ont été un petit peu ratés. Des bagarres qui auraient pu être intéressantes à suivre, en dehors de la bagarre entre Banaya et Martin, qui a dû prendre quand même 90% du temps à l'écran. C'est un petit peu dommageable. Voilà, on aurait aimé voir les bagarres également du milieu de peloton, parce qu'il y avait aussi des choses très intéressantes. Et puis un samedi qui ressemblait quand même au dimanche aussi, hein, au niveau de la hiérarchie, au niveau des bagarres. Donc, pardon, un petit bâillement. Donc ça, c'est un petit peu dommageable aussi, hein, qu'on ait deux courses qui se ressemblent énormément. Et puis, bon, bah, on n'a pas eu Marc Marquez très en forme. Donc ça aussi, c'est un petit peu tristoun. Du côté de ce Grand Prix d'Allemagne, on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Le bilan des Bleus, je commence avec Fabio Quartararo. Que dire du week-end de Fabio? C'est très compliqué d'en parler. On a quand même l'impression que Fabio n'est pas dans le coup et que sur ce week-end-là, j'ai l'impression que la moto n'étant pas bonne, il a un peu, il a un peu laissé tomber. Il a un peu baissé les bras, quoi. Et c'est assez compréhensible aussi. Il voit que la moto n'est pas performante. Il veut pas se mettre au tas non plus sur chaque course. Donc là, il a roulé. Il a aligné les ronds. Mais sans forcément être très performant. Voilà. L'idée était surtout d'arriver, j'ai l'impression, à la fin du Grand Prix. Et ça, c'est un petit peu dommageable. Mais on voit que la moto n'est pas bonne. On voit surtout que Morbidelli se rapproche quand même beaucoup de Fabio. C'est dommage parce qu'en qualif, il y avait peut-être une chouille mieux à faire. Il se rate un peu en qualif. Après, en course, il n'y avait pas de rythme. Il était dans la même situation de Marc Marquez. C'est-à-dire, soit il décide de prendre des risques avec de grandes chances de se mettre au tas, peut-être qu'il peut rentrer dans le top 10, sinon il est obligé de se contenter de places en dehors du top 10. Et malgré quelques chutes sur le samedi et le dimanche, eh bien ça n'a pas suffi, quoi, hein. Il est vraiment en difficulté, je trouve. C'est dommage pour Fabio. Voilà, il trouve pas la solution sur cette Yamaha. Elle est devenue très compliquée à piloter et je pense qu'il n'a pas vraiment la solution, que je ne sais pas s'il est vraiment écouté chez Yamaha non plus. Il s'est séparé également de son manager. On peut se dire que peut-être que lui ne voulait pas prolonger, c'était son manager qui l'avait fait un petit peu prolonger. Eric Mahé, en plus ce timing était assez bizarre parce que c'était en cours de week-end qu'on a eu cette annonce-là, en cours de week-end du côté du Mugello, où cette annonce de cette séparation avec Eric Mahé, qui était son manager depuis très longtemps, qui le suivait depuis très longtemps, qui lui avait trouvé des bonnes motos en Moto 3, alors que des fois, sa carrière aurait pu s'arrêter assez jeune quand même en Moto 3, quand le niveau n'était pas forcément toujours présent, où il avait parfois des années un petit peu compliquées. C'est lui qui avait obtenu cette MotoGP au départ chez RNF. Mais là, je crois que du côté de Fabio, je pense qu'il lui reprochait grosso modo d'avoir re-signé chez Yamaha alors que la moto n'est pas bonne. Et je pense qu'il a fait les frais, Eric Mahé, de cette moto qui n'était pas performante. Mais le timing était très bizarre. Mais je pense que oui, Fabio est en train de préparer l'année prochaine déjà. On a le sentiment qu'il est en train de préparer une nouvelle organisation autour de lui.
Et chez Yamaha, il va falloir trouver des solutions, hein, parce qu'on ne peut pas se contenter de ce niveau-là de performance. Sinon, il va falloir aussi réfléchir à ce qu'il y a un intérêt à rester en MotoGP. Si c'est pour faire de la figuration, est-ce que Yamaha a comme pour objectif de faire de la figuration en MotoGP? Est-ce qu'il n'y a pas plus d'intérêt à être présent en endurance et de faire des résultats en endurance comme aux 24 heures de Spa? Est-ce qu'il n'y a pas plus d'intérêt à faire des résultats en superbike et à mettre encore plus de moyens en superbike? Ou dans d'autres disciplines comme le motocross, comme également le rallye raid. C'est des questions qui peuvent se poser à un moment chez Yamaha parce que les résultats ne sont pas là, ne sont pas bons et qu'ils n'arrivent pas à faire grand chose avec leur moto. Et c'est quand même depuis un an, hein, quasiment que ça dure. Les derniers très bons résultats, c'était à Sun, quasiment l'année dernière. Donc ça fait un an que c'est compliqué du côté de chez Yamaha et encore plus depuis le début de saison. Ça, il faut bien le dire, où le niveau de la machine n'est vraiment pas bonne. Je continue avec Johann Zarco. Johann, c'est un pilote qui marche au moral. Il faut qu'il soit bien dans sa tête. Et quand il est bien dans sa tête, il a les bons résultats. Il faut qu'il soit en confiance. Tout est en train de bien se préparer pour Johann Zarco. Il enchaîne les bons résultats. Il prend de plus en plus de confiance. Je pense qu'il est libéré peut-être au niveau de sa tête. On a l'impression que Pramac déjà est un endroit qui lui convient bien, mais en ce moment il a la baraka. Il sait qu'il a une moto qui peut gagner. Il sait qu'il a les moyens de s'imposer. Bon, il lui manque pas grand chose. Il lui manque un peu de meilleur temps en qualif. C'est vrai que le problème c'est qu'il emmène tout le monde en qualif, donc c'est un petit peu compliqué. Donc c'est à lui à un moment de trouver des roues, mais c'est pas forcément là où il est le meilleur. Donc progresser un petit peu en qualif. Après, à partir du moment où il progresse en qualif, il peut devenir très dangereux. Johann Zarco, parce que tout se déroule parfaitement. Il enchaîne quand même les très bons résultats, les podiums d'affilée sur les courses du dimanche. Il a fait également une bonne course le samedi. Il manque pas grand-chose pour la victoire, vraiment, hein, pour Johann. Ça peut peut-être arriver sur d'autres circuits. Alors, c'est vrai que l'un des problèmes de Johann Zarco, c'est qu'il a une meilleure première partie de saison qu'une deuxième partie de saison. C'est-à-dire que là, il est sur des circuits où il a déjà obtenu des très très bons résultats par le passé. C'est vrai que sur la deuxième partie de saison, il y a des pistes qui lui conviennent un peu moins bien. Mais voilà, Johann, il a les clés maintenant pour aller chercher une victoire. Il faut qu'il fasse des meilleurs débuts de course. Voilà. Parce qu'on voit qu'assez vite, il était dans le même temps que Roré, Martin et Banaya. Le problème, c'est qu'il perd assez vite 3-4 secondes sur les 3-4 premiers tours de course. Et forcément, après, il se retrouve dans un rythme un peu moins bon. S'il arrive à éviter ce problème-là, c'est-à-dire à être au contact et être bien positionné dès les premiers tours de roue, eh bien, ça peut vraiment être l'opportunité cette année d'aller chercher la victoire. Et je suis sûr qu'un Johann Zarco, le jour où il décroche sa première victoire, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se débloquent chez Johann Zarco. Belle position également du côté du championnat pilote, hein, pour le français, qui fait des bons résultats. Et puis on termine avec Tech 3. Pas de retour prévu pour le moment de Paul Espargaro. Ça risque d'être un peu plus tard, hein, le retour de Paul Espargaro après la trêve estivale. Depuis, hein, il est absent, je rappelle, depuis sa chute au Grand Prix du Portugal, hein, le premier Grand Prix de l'année. Sa chute lors de la deuxième séance d'essai libre. Donc on espère voilà, le revoir au top niveau. Et du côté d'Augusto Fernandez, encore un bon dimanche. C'est vrai que le samedi, il a un peu plus de mal. En même temps, il n'est pas non plus au contact pour aller chercher les points. Donc c'est un peu compliqué d'aller chercher juste une 13e, une 14e place en prenant des risques. Par contre, ça fait quand même 3 week-ends qu'il fait quand même plutôt des bons dimanches, où il a plutôt un bon rythme le dimanche. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Je trouve que voilà, il fait du très très bon travail pour le moment. Augusto Fernandez. On va voir, hein, parce qu'il y a des discussions qui sont en cours, hein, aussi avec certains pilotes Moto 2. Ça serait dommage de se séparer d'Augusto Fernandez, je pense, du côté de chez KTM. Mais c'est vrai qu'ils ont 4 motos et ils ont beaucoup de pilotes qui attendent
et qui voudrait bien aller aussi en MotoGP chez KTM. Donc il va y avoir voilà, peut-être du ménage à effectuer. Du côté de Paul Espargaro, le fait d'être absent pendant 6 mois de l'année, s'il n'arrive pas à retrouver son niveau rapidement, ça pourrait être un problème pour Paul Espargaro du côté de chez Gaz. On passe tout de suite au coureur au top. On regarde tout de suite les pilotes au top, pas les coureurs au top, ça sera pour le prochain Tour de France. On commence avec Jorge Martin. Il a progressé dans un domaine qui était son vrai fardeau depuis le début de sa carrière, son manque de régularité. Il a enfin trouvé de la régularité. S'il continue comme ça, il va falloir peut-être encore attendre 4-5 Grands Prix, enfin, 3 Grands Prix, je pense encore, pour voir vraiment s'il a progressé dans ce domaine-là, s'il ne va pas retomber dans ses travers. Mais s'il continue comme ça, le petit Jorge Martin, il va commencer à devenir très très dangereux. Déjà parce qu'au championnat pilote, il est assez proche de Bagnaia. Bagnaia va regretter quand même son début de saison où il a perdu beaucoup de points, parce que s'il fait qu'il n'y a que 16 points d'écart, je crois me rappeler de tête. Je vous rappelle qu'on regarde les classements en fin de vidéo. Et surtout du côté de Jorge Martin, c'est quand même le pilote du samedi. Il accumule les points sur les courses sprint et maintenant il est aussi performant le dimanche. C'était son souci, souvent il était performant sur une dizaine de tours, il était très bon en qualif mais il avait du mal. En deuxième partie de course, il a progressé dans ce domaine-là et il arrive à être vraiment très proche de Bagnaia. Là pendant tout ce week-end, au Mugello c'était pareil, il avait un super rythme en fin de course et il va devenir dangereux Coco. Et du côté de chez Ducati, on va se dire qu'il va y avoir une bagarre entre l'équipe 1 et l'équipe 2, parce que Pramac ça reste l'équipe 2 de chez Ducati. Ça serait bête de perdre le titre de champion du monde pilote battu par Jorge Martin, en sachant qu'en plus on a Bastianini qui fait un retour pour le moment timide du côté de l'Allemagne. Il prend je crois me rappeler la 8e place. Bon, voilà, c'est un retour, mais qui a été assez discret quand même. Et du côté même si la période d'indisponibilité était assez longue pour Bastianini. Et du côté de Jorge Martin, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des très très belles choses. Et enfin, la régularité, c'est-à-dire que c'est quelque chose, même quand il dominait les courses, quand il a déjà gagné des grands prix, mais il avait du mal quand même à aligner 25 tours très réguliers. Là, c'est ce qu'il a fait aux Sachsenring. C'est-à-dire il a vraiment aligné 30 tours très très réguliers en termes de chrono. Il était capable de le faire en course sprint. Maintenant, il est capable de le faire en course longue. Vu que c'est un pilote qui a tendance à très bien se qualifier, qui a compris le mode d'emploi de cette Ducati, du côté de Bagnaia, on doit vraiment ça se dire, le championnat, il n'est pas joué. Il va falloir se battre et on commence à se dire, on espère quand même que Jorge Martin retombe un petit peu dans ses travers. Mais ça va être un pilote sur lequel il va falloir compter désormais Jorge Martin dans ce championnat du monde. C'est plus simplement un intermittent du spectacle. Maintenant, Jorge Martin, c'est quelqu'un qui est capable de tenir toute la durée du championnat, toute la durée d'un week-end. Et on l'a vu aux Sachsenring, il a été aux avant-postes du vendredi au dimanche, où il a été présent très régulièrement. Et ça commence, je pense, à un petit peu inquiéter Bagnaia, cette affaire, parce qu'il se dit, Martin, je sais que c'est un pilote qui est rapide, c'était son seul défaut, c'était sa régularité. Si maintenant il a la régularité, Coco, il va être difficile à aller chercher. On continue avec Pecco Bagnaia. C'est un très bon week-end quand même aux Sachsenring avec deux deuxièmes places pour lui. Il a un peu plus menacé Jorge Martin le dimanche que le samedi. Lui, il aime les courses quand même un petit peu plus longues. Mais il n'avait pas la solution pour aller battre Jorge Martin. Malgré tout, il a fait aussi un super week-end en Italie. On sent qu'il est, il est sur la bonne
une bonne avancée. Et puis je rappelle que l'année dernière, au même moment aux Sachsenring, il avait plus de 50 points de retard sur Quartararo. Ça ne l'a pas gêné pour être champion du monde à la fin. Donc là, avec 16 points d'avance, on sait que c'est un pilote qui est très fort sur la deuxième partie de saison. Bagnaia, il peut être très dangereux aussi. Vraiment, le titre de champion du monde risque de se jouer quand même entre ces deux-là. Parce que Zarco est un petit peu plus loin, Bezzecchi aussi. On sent qu'il va peut-être plutôt y avoir un match pour la troisième marche du podium entre Bezzecchi, Zarco, Binder. Ça peut se battre. Et que devant, Jorge Martin et Bagnaia semblent bien embarqués pour que ça soit un duel dans ce championnat du monde. Et Bagnaia, c'est quand même un bon week-end pour lui parce que maintenant il sait quel adversaire viser, notamment en conférence de presse. Il saura quel adversaire viser pour tenter de perturber son adversaire espagnol. Et puis Bagnaia, oui, encore une fois, l'année dernière, au même moment dans la saison, il était vraiment mal embarqué. Il était retombé le dimanche aux Sachsenring, pour ceux qui se souviennent. Il avait abandonné la course après 1 ou 2 tours de tête. Donc là pour Bagnaia, la situation est plutôt très bonne avec un petit peu d'avance au championnat du monde pilote. Alors c'est pas suffisant pour le moment, mais ces gros abandons du début de saison au final lui coûtent cher parce que oui il aurait pu avoir plus d'avance au championnat du monde, mais ces abandons ne l'ont pas gêné pour être quand même en tête du championnat du monde. C'est-à-dire que malgré 3 abandons, malgré 3 résultats 0 pointés le dimanche, il est quand même en tête du championnat du monde. C'est dire sa régularité le samedi. Et c'est dire quand même que quand il est à l'arrivée de la course, il est quand même souvent très très bien placé, Bagnaia, et ça fait depuis plus d'un an que ça dure. Parce que même l'année dernière c'était dès 3-4 premières courses de la saison, il avait vraiment trouvé le rythme sur sa Ducati. Son problème c'était qu'il chutait. Maintenant il ne chute plus. Il est devenu très fiable lors des bagarres à 2 ou à 3. C'est plus un pilote qui craque mentalement. Donc forcément ça devient un pilote très costaud et très dur à aller chercher. Puis je termine avec Jack Miller. Il avait fait déjà un week-end intéressant en Italie, week-end très solide avec des points marqués sur les 2 courses, pas d'abandon et vraiment un bon rythme quand même en course pour Jack Miller. J'ai pas senti non plus de trop grosses baisses de rythme. Alors oui, sur le début de Grand Prix sprint, il est bien placé et puis ensuite il redescend dans la hiérarchie. Pareil lors du dimanche, mais ça s'est fait, je dirais, de manière assez régulière. C'est vrai que Jack Miller, c'était quand même un pilote qui avait tendance à démarrer tambour battant les Grands Prix. Et puis bon, au bout à 10 tours de l'arrivée, le rythme était vraiment beaucoup plus compliqué à tenir. Et il avait tendance à très mal finir ses courses. Avec la KTM, ça a l'air de mieux se passer. Il gère très bien cette KTM. Il est en confiance quand même aussi, parce que quand tu vois les départs qu'il fait, notamment les premiers virages aux Sachsenring sur les 2 courses, il fait vraiment des choses très très intéressantes. Jack Miller, il arrive vraiment à trouver un super rythme et il est en super confiance avec sa machine. Donc c'est vraiment un pilote sur lequel il va falloir également compter sur le reste de la saison. C'est un pilote qui, je pense, est capable d'aller chercher des podiums également. Je suis pas sûr que tous les podiums seront monopolisés par Ducati. Je pense que Jack Miller est capable d'aller chercher des podiums, et puis on sait que cette moto, elle est capable de bien se comporter quand les conditions climatiques sont difficiles, et on sait que Jack Miller est un expert des conditions difficiles. Donc il pourrait aussi aller chercher des victoires sur la deuxième partie de saison. Jack Miller, si les conditions climatiques sont difficiles, il y aura peut-être des bagarres Zarco-Miller sur la deuxième partie de saison pour aller chercher la gagne. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, c'est pas très compliqué. Honda, cette moto est devenue inconduisible. Et en plus, elle est devenue presque dangereuse, cette moto. C'est-à-dire, quand on voit le nombre de chutes que fait Marquez, alors je sais bien que Marquez, il essaye toujours de rouler à la limite, mais là, quand même, 5 chutes dans le même week-end. On avait l'impression d'être comme en Indonésie l'année dernière, quoi, pour Marc Marquez. Il n'y a aucun pilote qui arrive à s'en sortir. Et je rappelle qu'on est aux Sachsenring.
C'est-à-dire on est sur la piste où Marquez avec Austin a été le plus dominateur. Peut-être l'une des pistes qui fonctionne le mieux pour Honda. Pas de chance pour eux, en plus on va plus à Motorland, et de les voir autant en difficulté sans avoir de rythme, avec une moto qui est complètement inconduisible, et surtout quand on compare par rapport à l'année dernière, par rapport aux années précédentes, là c'est vraiment une mauvaise moto. C'est une moto qui a l'air d'être très imprévisible, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à déceler les limites de cette machine et tous les pilotes se font avoir, ce qui fait que les pilotes ne peuvent pas attaquer avec cette moto. Aujourd'hui, Nakagami s'en sort, oui mais il s'en sort en alignant les tours, il ne peut pas cravacher avec cette moto et ça se voit en qualif. Marquez il arrive à le faire un tour et puis en course, essayer d'attaquer 2 tours d'affilée, c'est impossible. C'est-à-dire qu'une fois que le pneu a été un petit peu usé, c'est fini. On ne peut plus faire fonctionner cette moto correctement. Et ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup d'abandon chez Honda, des pilotes blessés, un retour notamment d'Iker Lecuona lors du Grand Prix à Assen. Lors du prochain Grand Prix, et puis un Nakagami qui a du mal à être très rapide, il faut le dire, et puis un Marc Marquez qui est en difficulté aussi et qui ne peut même pas participer à la course du dimanche, qui fait beaucoup de chutes. On va avoir quand même ça a des conséquences physiques à un moment, cet enchaînement de chutes, surtout qu'il est tombé à plusieurs reprises déjà dans sa carrière sur la tête. Je suis un petit peu inquiet quand même pour un Marc Marquez, parce qu'il n'y a pas vraiment de protocole commotion aujourd'hui en MotoGP, mais on peut quand même se dire que vu le nombre de coups de raquette qu'il se prend, il est déjà pété de partout physiquement, mais au niveau de la tête, vu le nombre de coups qu'il s'est pris violents, de fois où il a perdu la visière de son casque, ça commence à être aussi assez inquiétant, obligé d'aller à la limite. Et puis on voit que cette moto est imprévisible, rien que l'accident avec Zarco. Alors ça a fait toute une polémique, l'accident avec Zarco. Qu'il aille pas voir Zarco, déjà le bac à gravier n'est pas le lieu d'une réunion supervoir. Lui en plus il n'était pas encore qualifié, donc son objectif était de se qualifier. Donc à ce moment-là, tu réfléchis pas des masses, hein. Ton objectif il est clair, précis, et tu fais tout pour réussir ton objectif. Et il avait les moyens de repartir. Ça m'a pas choqué vraiment. Ce qui m'a plus perturbé, c'est de tout mettre sur le dos de Zarco. Pour moi, c'est du 50-50 entre Zarco et Marquez, et j'ai pas aimé cette attitude-là de la part de Marquez, mais c'est quand même monté très vite en pataquès parce que c'est Marc Marquez, parce qu'on aime bien reprocher des trucs à Marc Marquez, et je trouve que c'est parfois aller beaucoup trop loin au niveau de Marc Marquez. Moi j'ai pas aimé, voilà, c'est juste de dire l'erreur c'est Zarco, non, c'est du 50-50. Fallait pas perdre l'avant non plus à cet endroit là, et ça montre aussi que cette machine elle est complètement impossible à piloter, parce que même à faible vitesse tu es capable de perdre l'avant de ta moto. C'est quand même assez exceptionnel. Cette moto n'a aucun grip, le châssis n'a aucun grip. On a l'impression qu'on passe du châssis Honda au châssis Kalex. Ça change pas grand chose, cette moto a toujours autant de problèmes. Alors est-ce que le problème c'est le châssis, ou est-ce que le problème c'est pas plutôt les trains roulants de cette machine qui ne marche pas correctement? Mais il y a un problème, il y a un énorme problème. Au bout d'un moment, j'ai peur qu'il y ait des pilotes qui disent bon bah moi je vais juste enchaîner les ronds, et puis voilà, je vais faire 15e, 14e. Et puis ils vont tous baisser les bras chez Honda. C'est un peu triste. Mais quand tu vois Johan Mir, quand tu vois Alex Rins en difficulté, qui sont quand même des pilotes avec un certain niveau. Johan Mir il a été champion du monde. Alex Rins, il a fait également des 4e ou 5e, je crois, au championnat du monde. C'est quand même des mecs qui ont gagné des courses. Quand tu les vois complètement perdus, voilà, à part Austin où Rins avait trouvé quelque chose. Sinon, depuis le début de saison, c'est quand même très très compliqué pour tous les pilotes. Aprilia, c'est dur pour Aprilia en ce moment. L'année est beaucoup plus difficile que la saison dernière. Alors ils sont quand même devant les marques japonaises, mais ils ont été dépassés par KTM.
Sur certaines pistes, ils n'ont vraiment pas de rythme. Et aux Action Ring, ils étaient vraiment en grande difficulté, je trouve, sur un circuit où ils arrivent parfois à faire des bonnes choses. Ça manquait cruellement de rythme pour Aprilia, avec en plus la tentative d'utiliser le pneu tendre pour aller chez Espargaro comme pour Quartararo, qui était une mauvaise idée, mais ça montre des pilotes qui sont en manque de confiance avec leur train avant. Parce qu'on voit que c'était vraiment le pneu dur qui était quand même le plus efficace. Et puis avec des motos qui ne fonctionnent pas. 1-0 pointé pour l'équipe officielle. C'est un peu mieux pour RNF, même si c'est pas fantastique non plus. Et surtout, la moto 2022 est assez proche en termes de niveau de la moto 2023. Ça montre bien que cette moto 2023, elle n'a pas progressé suffisamment dans la hiérarchie, alors que KTM a énormément progressé entre le châssis 2022 et le châssis 2023. Donc il va falloir trouver des solutions chez Aprilia. Surtout que l'année dernière, la fin de saison avait été difficile pour la marque italienne. On sent on a l'impression qu'ils ont raté un moment quelque chose, qu'ils ont amené des packs d'évolution qui n'ont pas marché, mais qu'ils n'arrivent pas à revenir en arrière et qu'ils n'arrivent pas à retrouver la moto qu'ils avaient l'année dernière ou qu'ils avaient en tout début de saison. Je trouve quand même qu'ils sont beaucoup en difficulté. Aprilia, depuis 2-3 courses là aussi, ils enchaînent les résultats qui sont vraiment pas bons. Donc là aussi, ça serait bien de trouver des solutions. Puis je termine avec Di Giannantonio. Ça fait quand même plusieurs courses. Depuis le début de saison, Di Giannantonio, c'est pas fou. Mais là, à chaque fois, dernière moto Ducati sur le week-end, quand il y en a 8, c'est-à-dire que tu es quand même vraiment un ton en dessous. Il est derrière son équipier, il est derrière les 2 Pramac, il est derrière les 2 VR46. Qui sont des GP 2022, et là il y a un point de comparaison assez important. Je trouve que il a du mal vraiment à être dans le rythme des top pilotes. C'est quand même pas sa première saison à Di Giannantonio. L'année dernière, l'année avait été très très compliquée pour lui. Bon là ça a l'air d'être un peu plus performant, mais pas suffisant pour le moment pour qu'il garde un guidon en MotoGP, me semble-t-il. Il va falloir lui qu'il trouve du rythme, parce que j'ai peur que d'ici la fin de saison, on décide de mettre un autre pilote à sa place. Parce que pour le moment, Di Giannantonio, il n'en fait pas assez. Il n'est pas assez visible. Alors peut-être qu'il va trouver des solutions en deuxième partie de saison, mais Di Giannantonio, c'est pas le pilote qu'on a connu en Moto 2, qu'on a là en MotoGP. Et je suis assez surpris parce qu'encore une fois, il était chez Speed Up. C'est pas les motos les plus faciles, c'est des motos où tu es obligé de faire du travail de développement quand tu es chez Speed Up, parce qu'il y a peu de motos au départ. C'est pas comme chez Calex où il y a énormément de châssis, donc le travail de développement il n'est pas si important que ça. Et surtout, tu peux ne pas faire de travail de développement et quand même avoir des améliorations qui fonctionnent. Alors que chez Speed Up, tout le monde est obligé de bosser pour faire progresser la moto. Et c'est un peu dommageable qu'il n'arrive pas à s'en sortir plus que ça. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit plus performant en MotoGP. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit autant en difficulté. Je trouve quand même énormément en difficulté en MotoGP pour le moment de Giannantonio. Donc, je suis un petit peu déçu. Et sur ce week-end, il finit derrière Ducati, ce qui n'est pas très folichon. On regarde les différents championnats. Je commence avec le championnat pilote. Pour le moment, c'est Bagnaia qui est en tête avec donc 16 points d'avance sur Jorge Martin. À moins de 40 points, nous avons Marco Bezzecchi. Nous avons ensuite Johan Zarco qui a 13 points d'avance sur Brad Binder. Derrière, Luca Marini, Jack Miller, Fabio Quartararo qui est 8e. Aleix Espargaro 9 devant Maverick Viñales 10. La seule bonne nouvelle pour Fabio Quartararo, c'est de se dire qu'il a marqué des points sur toutes les courses du dimanche. C'est une belle preuve de régularité. Il y a Franco Morbidelli également qui a réussi cette performance-là et Augusto Fernandez aussi qui a marqué des points tous les dimanches. On regarde Bastianini, donc 18e, qui est de retour depuis l'Italie, 9e et 8e. Bon, il marque quelques points, mais c'est vrai qu'il avait pas mal de retard. Et puis on voit
un Marc Marquez assez loin, 19e, comme aussi Nakagami, hein, qui a du mal à être performant du côté du classement constructeur. Pardon. Ducati est en tête assez facilement. KTM prend de la marge, 36 points d'avance sur Aprilia. Aprilia qui a 18 points d'avance sur Honda. Et Honda qui a également 13 points d'avance sur Yamaha, qui est donc bonne dernière pour le moment. Et puis du côté du classement par équipe, c'est Pramac qui est en tête avec pas mal d'avance désormais, hein. Les doubles podiums font beaucoup de bien à la marque italienne. 253 points, la VR46 à 215 points, Ducati 186 points, 175 points pour KTM, Aprilia à 108 points, Yamaha à 107, Gresini 86, LCR Honda 73, GazGaz 43 points, RNF 35 points. Et donc la dernière équipe, c'est le team officiel Honda avec seulement 20 petits points, c'est-à-dire qu'ils ont déjà 23 points de retard sur le team GazGaz. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve pour faire le débrief du Grand Prix d'Assen. Ça sera le week-end prochain. Les courses s'enchaînent. Et puis après le Grand Prix d'Assen, il y aura une grosse pause pendant tout le mois de juillet avant de revenir pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Donc voilà, prochaine course, le Grand Prix d'Assen. Et ça sera la fin de ces 3 week-ends en 3 semaines. Voilà, avec l'enchaînement. Italie, Allemagne, Pays-Bas. Donc voilà, débrief du Grand Prix d'Assen, ça sera donc la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Manette Production. Ciao, ciao!